Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci et bienvenue au webinaire consacré aux enjeux du numérique responsable. Nous serons aujourd'hui jusqu'à environ 12h45, donc un petit quart d'heure de plus que ce qui était annoncé dans vos agendas. Je m'appelle Clément Chenu, je suis fondateur de Cistera Advisory, expert en économie circulaire. Je serai votre maître de cérémonie avec un agenda chargé et des invités passionnants. On commencera tout d'abord par Arnaud Collomb. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud qui est directeur général du groupe All-in, filiale du Crédit Agricole Leasing and Factory, qui va nous faire une introduction justement sur All-in, suivi d'une keynote par Vincent Courboulet. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent qui est enseignant-chercheur en informatique à La Rochelle Université et cofondateur de l'Institut du numérique responsable. Exactement. Suivi d'une table ronde toujours avec Vincent, mais accompagné donc de Gladys Montria, bonjour, responsable du numérique responsable chez Crédit Agricole SA, et Stéphane Lemaire, bonjour. Bonjour. Qui est directeur informatique chez Capgemini, en charge d'optimiser le cycle de vie des PC et accessoires. La thématique du jour, comment les DSI et acheteurs transforment leurs pratiques. Vaste sujet. On va commencer par All-in avec une introduction. Cher Arnaud, merci de nous recevoir. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter All-in, les services, qu'est-ce que c'est? Quelle valeur vous délivrez à vos clients? Tout à fait. Alors, All-in, c'est une entreprise assez atypique, surtout dans le groupe Crédit Agricole, car c'est une entreprise qui fait la jonction entre le financement et l'industrie. Voilà, donc historiquement, Crédit Agricole Leasing et Factoring, qui est notre maison mère et qui a acheté All-in il y a 3 ans, était un expert de l'économie de l'usage, donc de la location. Et en fait, on a eu très rapidement la conviction qu'il fallait que l'on aille plus loin que la seule économie de l'usage et qu'on y rajoute l'économie circulaire et le reconditionnement de matériel. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée très concrète de ce qu'est All-in, c'est une entreprise qui mixe une centaine de personnes qui sont des experts de l'IT, du financement et de la structuration de projets informatiques. Voilà, qui se déplacent dans les entreprises et qui ont une activité commerciale et d'ingénierie. Et puis à côté, vous avez à peu près un peu plus de 100 personnes qui sont dans une usine de reconditionnement, enfin dans 2 sites de reconditionnement, dont une principale, et qui sont capables de remettre en état du matériel informatique, qu'il s'agisse de smartphones, de tablettes ou de laptops. Voilà, donc c'est quelque chose d'atypique qui fait vraiment la jonction entre la finance et l'industrie. Et donc, dans cette aventure formidable, il y a une question quand même qui me gratte derrière la tête, c'est pourquoi le Crédit Agricole a fait le choix en fait, de se positionner sur ce segment qui est justement l'IT? Ouais, en fait, c'est vraiment la conjonction de réflexions stratégiques, comme beaucoup d'entreprises en ont. La première était une réflexion tout simplement business. Que doit-on faire pour accroître nos services clients et développer plus nos affaires traditionnelles que sont la location, comme je l'évoquais à l'instant. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin, qu'on offre plus de services. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une offre de services qui va du financement et de la fourniture de matériel neuf, informatique, jusqu'au recyclage ultime des appareils, et entre-temps, toute une gamme de services, de déploiement, de maintenance, d'entretien, de reconditionnement, de fourniture de matériel reconditionné, etc. Voilà, donc on a la totalité de cette offre, et ça a été fait pour adjoindre de la valeur ajoutée supplémentaire à nos offres de services à destination de nos clients. Donc ça, c'est quelque chose de très business. Et le deuxième élément de réflexion stratégique était une réflexion RSE, où on s'est dit, mais comment peut-on, à l'échelle du groupe Crédit Agricole, être plus vertueux? Parce que le Crédit Agricole a une caractéristique qui est assez particulière, c'est qu'on est le premier employeur privé français, et on est aussi, sur le territoire français, le plus gros consommateur d'IT. Voilà. Et donc on s'est dit, en termes d'empreinte carbone, on a un levier important en traitant notre IT. Et donc on s'est doté de moyens pour traiter l'IT du groupe Crédit Agricole de manière beaucoup plus responsable. Et ensuite, donc ça c'est un enjeu personnel, j'ai envie de dire, à l'échelle du groupe, mais ensuite, vous savez, dans l'ADN du Crédit Agricole, il y a un concept très important qui consiste à agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Donc en fait, on en a fait un engagement sociétal, et on s'est dit que ce qu'on est à développer pour notre propre intérêt, il fallait qu'on le mette à disposition de nos clients et qu'on accompagne des grands groupes ou des PME qui avaient moins de moyens et qui étaient moins structurés, qu'on les accompagne vers une IT plus vertueuse, et c'est ce à quoi All-in s'attelle aujourd'hui. Et en termes de grands chiffres, j'ai cru voir qu'il y avait jusqu'à 75% d'optimisation, que ce soit sur le plan économique ou écologique. Quels sont les réels gains pour vos clients aujourd'hui quand vous les accompagnez? Le gain, il est triple. Si vous voulez, on propose une création de valeur financière, tout simplement, parce que quand vous achetez un PC reconditionné qui a 3 ou 4 ans, il vous coûtera 75% moins cher que si vous aviez acheté le PC neuf. Donc on propose une économie à nos clients quand ils se dotent de matériel reconditionné. Ensuite, on crée de la valeur écologique, puisque là aussi, un PC reconditionné, c'est 75% d'empreinte carbone en moins, puisqu'on n'a pas fabriqué un nouveau PC pour le faire. Donc, création de valeur financière, création de valeur écologique, et puis, cerise sur le gâteau, on a une création de valeur sociale quand on recourt au service d'All-in, puisqu'All-in, notre
usine a la particularité d'être une entreprise adaptée qui facilite l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap physique. Et donc, on fait une œuvre sociale quand on recourt aux services d'All-in. On se fait du bien à la planète et au portefeuille. Exactement, et à des gens en situation de handicap qu'on est ravis de faire bosser. Épatant. Et puis c'est aussi un cadre réglementaire, puisque la loi AGEC, je crois, impose maintenant dans les achats 20% d'appareils reconditionnés. Tout à fait, depuis quelques années, la loi AGEC impose aux collectivités publiques de se doter de minimum 20% de matériel reconditionné quand ils achètent de l'IT, donc ça commence à faire des effets. Les sanctions n'arriveront qu'au 1er janvier 2026, donc en bon français que nous sommes, tout le monde n'a pas commencé à partir, mais ça commence à venir. Et je ne doute pas qu'à compter de 2026, toutes les centrales d'achat public se tourneront massivement vers nos équipes. On a une équipe dédiée aux collectivités publiques, on est prêt à les accueillir. Et de ce que j'ai pu aussi lire, effectivement, il y a une expansion du site, donc ce qui veut dire que ça marche. Donc qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Oui, en effet, nous avons décidé de construire une nouvelle usine qui nous permettra de doubler nos capacités. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est tout simplement d'arriver à la faire tourner à plein régime et de lancer d'ici 3 ans la construction d'une 3e usine, elle-même, qui sera 2 fois plus grande que celle que nous faisons en ce moment. Excellent. Merci beaucoup, Arnaud. Merci Clément. Maintenant, place à la keynote. Avec Vincent Courboulet, donc comme je rappelle, cofondateur de l'Institut du numérique responsable, pour nous présenter les grands chiffres, les enjeux, pour qu'on se mette tous à niveau avant d'entrer dans le vif du sujet avec des acteurs qui font le numérique responsable et donc des actions. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vrai que le challenge est intéressant. On m'a dit qu'il y a 10 minutes pour parler numérique responsable, grands chiffres et intérêt du reconditionné. Donc effectivement, je vais essayer de relever le défi pour vous parler justement de ce sujet-là en 10 minutes chrono. La première des choses qu'on m'a demandé de faire finalement, c'était de présenter une définition, parce que depuis tout à l'heure on parle de numérique responsable. Je pense que ça vaut quand même le coup de positionner un peu une définition. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs définitions, hein. Je veux dire, si vous ouvrez le DICO, vous n'avez pas numérique responsable 2 points. Donc c'est un petit peu une gageure, ou en tous les cas un pari de vous parler de numérique responsable. Déjà, il faut bien avoir en tête que c'est une notion qui est assez récente. Elle est arrivée dans le milieu aux alentours des années 2010-2015, donc c'est une notion qui est assez récente. Avant, ça s'appelait Green IT, ça s'appelait numérique, etc. Donc c'est assez compliqué. Nous, on a été un certain nombre à parler numérique responsable, en se disant que le numérique responsable, c'était 2 choses. Déjà, c'était toutes les démarches qui visent à améliorer l'empreinte économique, sociale et environnementale du numérique. Et on est bien sur les 3 piliers du développement durable: économie, sociale et environnementale. Et on parle d'amélioration plutôt que de diminution, parce qu'effectivement, le numérique, on aimerait bien accroître son impact économique, accroître son impact social, si l'impact est positif. Donc c'est ce qu'on appelle le Green IT, c'est l'amélioration de l'empreinte économique, sociale et environnementale du numérique. Mais parce que le numérique est un problème, certes, mais parce que c'est aussi une solution, et on vient d'en entendre effectivement que c'est porteur d'emploi, voilà, c'est toutes les démarches qui visent à améliorer les empreintes économiques, sociales et environnementales d'autres procédés grâce au numérique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le numérique responsable, c'est le Green for IT plus l'IT for Green en bon français. Autre chose intéressante, et vous l'avez mentionné, et c'est vrai que c'est intéressant, c'est de se dire finalement que cette amélioration de l'empreinte doit être envisagée sur tout le cycle de vie, depuis le premier coup de pioche pour extraire le cobalt, l'or, le tantal, le tungstène, jusqu'à la fin de vie et à la gestion des déchets. Et donc c'est pour ça que cette définition elle est intéressante, c'est amélioration globale, autant en considérant le numérique pour un problème que pour une solution, tout au long du cycle de vie. Et la notion de cycle de vie est intéressante, elle permet en fait d'avoir un outil pour éviter le greenwashing, tout simplement. Quand on parle de sujets aussi sérieux dans un monde qui est aussi challengeant, et quand vous êtes par exemple une entreprise de type Crédit Agricole, forcément vous êtes attendu au tournant, donc vous devez avoir une certaine exigence de ce que vous dites, et pour ça globalement c'est vrai que l'analyse de cycle de vie c'est quand même l'outil aujourd'hui qui est normalisé et qui permet de savoir véritablement les impacts sociaux, environnementaux et économiques du numérique. Donc le cycle de vie, c'est quelque chose de très normalisé sur lequel on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi. Alors de façon un tout petit peu plus détaillée, le cycle de vie, c'est du multicritère, pour éviter d'avoir des transferts de pollution ou de passer des choses sous le tapis, mais voilà, c'est sur tout le cycle de vie, sur plein de critères différents, être capable de quantifier les impacts avec des chiffres précis, pour qu'on sache
dire, ben voilà, c'est 75% de diminution lorsqu'on fait ci, ou 20% d'augmentation lorsqu'on fait ça. C'est souvent très long, très compliqué, très difficile à obtenir, et c'est pour ça que des fois on fait des analyses de cycle de vie monocritères, très souvent orientées gaz à effet de serre. Voilà. Je vous ai mis l'exemple d'un Dell là sur lequel, par exemple, on peut avoir des informations de dire, voilà, dans cet exemple-là précisément, la fabrication de ce PC portable, c'est 110 kg d'émissions de gaz à effet de serre, alors que l'usage sur 5 ans ne représente que 35 kg. Donc ça permet un peu d'avoir un certain nombre de drivers de KPI pour piloter une politique. Donc ça, c'est un cycle de vie hardware. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir un cycle de vie software. Il y a des gens un petit peu foufous qui se sont amusés à faire des analyses de cycle de vie sur des services particuliers. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et j'aime bien cet exemple, en fait, parce que la conclusion, elle est complètement... elle est assez difficile à intégrer, hein, pour ceux qui voient ces graphiques-là. Donc on est sur du multicritère. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la consultation des services bancaires, par exemple, sur ce site-là, non, c'est pas un service bancaire, c'est une application online, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'impact environnemental majeur de la consultation d'un site internet à un instant T a eu lieu déjà potentiellement 3, 4 ou 5 ans avant, puisque les barres bleues qu'on voit et qui sont les plus impactantes, finalement, sont liées à la fabrication du matériel et du device. Donc effectivement, tout ça, finalement, converge vers cette prise de conscience que vous avez indiquée, qui est de dire, oui, c'est la fabrication qui aujourd'hui impacte, et plus on fait durer la durée de vie de nos équipements, plus on les réutilise, plus ces émissions, cet impact-là diminue. Si jamais il y avait besoin de le prouver encore plus, je me suis amusé à vous fournir un graphique absolument illisible, j'en suis conscient, mais qui permet finalement de comparer l'impact, là aussi multicritère, entre un impact neuf de référence, celui qui est à 100%, c'est la barre bleu marine à 100%, voilà, et puis comparer par rapport à d'autres scénarios. Et ce qui est intéressant de voir, j'ai mis volontairement le laptop reconditionné de référence, c'est finalement de voir que la barre bleu clair qui se situe systématiquement à gauche de tous ces blocs, de tous ces histogrammes, finalement, graphiquement, on voit à quel point finalement le laptop reconditionné de référence a un impact multicritère et pas simplement gaz à effet de serre, parce qu'on pourrait se dire, ok, ça, vous cachez la misère, et voilà, mais non, sur énormément de multicritères, en fait, cet impact-là diminue dans des proportions qui tournent autour des 75%, mais qui peut déjà potentiellement être très supérieur sur un certain nombre d'autres critères. Donc voilà le constat finalement qui est là aujourd'hui, c'est que oui, le reconditionné, ça, avant de savoir si ça fonctionne, si ça marche, oui, les impacts sont clairement diminués. Une autre piste de référence, c'est pas simplement l'achat de reconditionné, c'est aussi évidemment la location de matériel qui permet d'avoir toute une série d'autres avantages et qui s'entendent très très bien avec le reconditionnement, énormément d'avantages à la fois pour le client mais aussi pour l'organisme, l'entreprise qui gère cette flotte d'IT. Prenez l'exemple simple de location de voiture, de location longue durée de voiture, on voit que finalement c'est du gagnant-gagnant. On achète un service, la mobilité autant que l'utilisation d'IT, versus l'entreprise qui permet d'avoir une gestion de flotte beaucoup plus cohérente. On achèterait des heures de PC ? On achète des heures de PC, ça se fait déjà. Et clairement, aujourd'hui, oui, la solution de dire, en fait, j'ai pas besoin de... Le device, en fait, je m'en fiche. Sauf si c'est un marqueur social, mais à ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions. Et ça peut l'être dans des smartphones, etc. Mais aujourd'hui, la seule chose dont on a besoin, c'est d'avoir un équipement pour travailler. Donc c'est juste ça qu'on a envie d'avoir. Et effectivement, une flotte gérée, reconditionnée, durable, dans lequel on n'aurait pas la gestion de la réparation, finalement, que des avantages en soi. Jusqu'à maintenant, ce dont je parle finalement, on aurait presque l'impression que c'est une espèce d'écosystème assez réduit dans lequel on fait des ACV, c'est compliqué, etc. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que tout cet écosystème qui est vraiment vertueux est accompagné par un contexte législatif qui est
qui était inexistant il y a 10 ans et qui aujourd'hui vraiment est plutôt très positif pour l'écosystème. Tout à l'heure, vous parliez de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est effectivement, il y a 5 ans déjà, une des premières lois à avoir poussé l'utilisation de reconditionnés dans les collectivités, par exemple. Mais ces lois aujourd'hui finalement se complètent d'une année sur l'autre par d'autres lois à un niveau national, mais beaucoup plus intéressant quand on a des acteurs comme ce qu'on a autour de la table aujourd'hui, par aussi des législations internationales. Je me suis permis de mettre quelques lois, enfin les lois les plus importantes, à la fois des lois françaises et puis des lois européennes. Alors évidemment, cette fameuse loi AGEC, qui a initié par exemple l'indice de réparabilité, alors on verra si c'est utile ou pas dans la catégorie d'achat, qui était de dire, bah oui, on va mettre un score de réparabilité, qui aujourd'hui est en train d'être remplacé par un score de durabilité. Voilà, et donc ça c'est aussi quelque chose, en tant que particulier, on peut acheter ces équipements avec ces indices de durabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été poussé par la loi, donc comme quoi des fois la loi, ça peut être utile, hein, autour de l'indice de réparabilité, de l'interdiction de détruire des invendus et aussi la promotion du réemploi. On est passé après avec la loi REN, réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est la première loi au monde à prendre en compte cet impact environnemental, le code de la commande publique évidemment, et puis des directives au niveau européen qui sont assez intéressantes et plus récentes. La directive éco-conception qui inclut depuis l'année dernière des exigences de réparabilité, alors néologisme de démontabilité pour favoriser le reconditionné, et ça clairement ça favorise votre business, c'est-à-dire que l'Union européenne se met en ordre de marche pour dire vous fabricants, débrouillez-vous pour faciliter le travail des reconditionneurs, et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. La directive au droit à la réparation, ça aussi c'est quelque chose de très intéressant et de très important. On arrête de faire de la mono-utilisation. Et puis le règlement ESPR qui va arriver bientôt sur le passeport numérique des produits, parce qu'à un moment donné, avoir de la traçabilité pour des produits qu'on répare ou qu'on reconditionne, c'est aussi fondamental. Donc l'accompagnement législatif, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas et qu'il est même en train de se renforcer. Je finirai évidemment par une conclusion, ce qui est quand même assez brillant en soi, je vous l'accorde, sur le fait qu'il y a des grands chiffres clés. Aujourd'hui, il y a des guides qui sortent sur ça y est, on a des chiffres, on a des études très sérieuses, faites par des gens très compétents, sur par exemple l'évaluation de l'impact environnemental des produits reconditionnés. Voilà, aujourd'hui on sait. On ne peut pas dire on pense que, mais on peut dire on sait. Avec des chiffres qui sortent sur les extractions de matières évitées, les diminutions des émissions de gaz à effet de serre, la baisse des déchets électroniques. Donc tout ça aujourd'hui en fait peut et doit faire de la solution du reconditionné à la fois une solution économique viable, une solution écologique pertinente et une solution sociale à la fois pour ceux qui participent au reconditionnement, mais aussi pour ceux qui veulent participer au mouvement en s'intégrant dans une dynamique en disant mais moi finalement le neuf, j'ai pas besoin de cette valorisation du neuf, d'avoir le dernier modèle, mais je suis très fier d'avoir et de participer au mouvement en ayant moi-même du reconditionné. Et du reconditionné, ça peut être les vêtements, ça peut être les voitures, et aujourd'hui, ça doit être aussi le numérique. Voilà un peu cette espèce de keynote en 10 minutes, j'espère avoir fait un tour et avoir éclairé le débat. Et puis dans les temps. Et tu restes avec nous en plus pour la table ronde qui suit. Absolument. Donc, merci pour cet éclairage. Maintenant, donc, comme je disais, place à la table ronde. Je rappelle la thématique DSI et acheteurs. Comment transforment-ils leurs pratiques? Pour cela, on va essayer de vous guider aujourd'hui sur comment les gens qui sont autour de la table aujourd'hui l'ont mis en place dans leurs organisations respectives. En quoi c'est un levier de performance et puis comment on appréhende ça dans l'avenir. Je vais commencer par toi, Gladys. Allons-y. Comprendre vraiment donc, quelle est la place du numérique responsable dans la stratégie RSE Group chez CASA et comment elle s'est traduite concrètement avec des actions dans l'organisation au quotidien. T'as pas qu'une question en fait. Oui. C'est plusieurs questions en une. Pour remettre un peu de contexte, le numérique responsable fait partie intégrante du projet sociétal qui est porté par la direction de l'engagement sociétal sur ses volants environnementaux et sociétaux. Donc une fois qu'on a dit ça, on a l'impression que c'est simple, pas du tout. Donc ce qui s'est passé, c'est que en 2021, l'informatique du groupe s'est dotée d'un programme global qui embarque 11 thématiques et le
le numérique responsable en faisait partie, parce qu'on avait des dirigeants qui avaient la conviction qu'il fallait que l'on travaille sur cet axe-là. En 2022, on lance le sous-programme avec un ensemble de collaborateurs qu'on appelle nos éclaireurs, et on se lance dans l'aventure. Je vais pas vous faire tout ce que l'on a fait, on a fait beaucoup de choses, mais si on se concentre sur la partie poste de travail, étant ancienne des achats, on a travaillé avec eux puisque c'est le plus gros de notre impact. Donc tout ça, ça a été tout un ensemble de travaux avec des collaborateurs et une logique en fait de travail collectif pluridisciplinaire. Donc on avait des gens des achats naturellement, de la partie IT, de la RSE et du numérique responsable, et l'idée c'était de construire tout un ensemble de ressources, de la sensibilisation, mais vraiment avec un double regard, achat IT responsable, numérique responsable, pour embarquer à la fois l'IT et à la fois également les achats, de retravailler nos grilles d'évaluation, notamment dans le cadre de nos appels d'offres, de revoir aussi la pondération. Donc dans certains cas on pousse jusqu'à 30%. Ça a été le cas sur l'appel d'offres poste de travail sur lequel Oline a participé. Et puis, on a dans cette grille, en fin de compte, multicritères, ça revient en fait à ce que tu expliquais, Vincent, d'avoir cette logique en fait d'ACV, de l'extraction jusqu'à la dépollution. Et puis, on a été challengé en fait par nos dirigeants qui nous ont demandé d'aller plus loin, toujours un cran plus loin. Donc, c'est là où on voit aussi la maturité, je dirais, de notre top management, et d'aller chercher des engagements. Et des engagements qu'on va tracer en fin de compte sur toute la durée du contrat, parce que forcément quand on est dans un appel d'offres, on se montre plus beau que l'on est, ou avec vraiment des ambitions, et l'idée c'est vous êtes engagé, on le tient jusqu'au bout et on a un scoring en fin de compte que l'on suit. Tu parlais de l'indice de durabilité ou de réparabilité, c'est quelque chose que l'on regarde parce que finalement ça nous donne aussi des indications. Fascinant, donc un embarquement en interne, de la transversalité, du sponsorship. Vous avez dû faire aussi un peu plus large pour jouer collectif, aller embarquer vos fournisseurs, j'imagine. On essaie d'embarquer les fournisseurs dans une logique un peu, McDonald's. Venez comme vous êtes et venez nous présenter un petit peu ce que vous faites chez vous, et on fera, je dirais, le même exercice. On voit que les fournisseurs progressent, on aimerait beaucoup plus de transparence, mais par rapport au moment où j'ai quitté les achats en 2022, on a quand même des choses qui se mettent en place. On a aussi des fournisseurs qui travaillent ce qu'ils appellent des Sustainability Council, et ça je trouve intéressant parce que finalement ils réunissent leurs plus gros clients ou des clients très diversifiés, et ils nous partagent finalement leur feuille de route, mais aussi les écueils qu'ils peuvent avoir, parce que des fois on est aussi dans des modèles un petit peu je dirais complexes où ils sont pas forcément en lead, et c'est de se dire comment on travaille collectivement en fait à bouger les lignes. On parlait de l'INR c'est un organisme qui est pour nous important parce que c'est là où on travaille en fin de compte des frameworks. Il y a des réglementations, mais faut aussi des frameworks, et puis même si on s'appelle Crédit Agricole, on peut pas tout bouger en termes de lignes, et c'est comment on construit en fin de compte et c'est comment on construit ensemble finalement ces frameworks, et d'avoir en fin de compte plus de poids quand on discute avec des fournisseurs qui sont HP, Dell, IBM, etc. Donc on a quand même des pure players en fin de compte sur la place. Merci beaucoup Gladys. On parle informatique, on a Capgemini autour de la table, donc forcément c'est un métier qui vous parle. Donc on aimerait savoir justement, dans un groupe aussi large, tentaculaire aussi, comment vous mettez en place ces pratiques. Oui, bien sûr. Donc, Capgemini, oui, c'est un groupe d'aujourd'hui de 350 000 personnes. On est présent dans environ 50 pays, notamment en Inde et en France, qui est une société française à la base. Le groupe a défini sa politique en 2019, une roadmap. L'objectif, c'est de réduire au niveau des achats de 90% le bilan carbone d'ici 2040. On a un jalon, on souhaite d'ici 2030 réduire de 50%. Donc ça a été assez novateur. En 2019, on a mis un peu de temps à aligner tous les services. En même temps, le groupe a eu une croissance très forte, puisqu'on était 219 000. On est passé, en 2019, on est passé, aujourd'hui on est environ 250 000. Donc pendant quelques années, en fait, on va dire qu'on a absorbé en même temps la croissance, mais on n'a pas réussi réellement à réduire ce bilan carbone. L'année dernière, pour la première fois, on est arrivé en dessous de la baseline de 2019. Donc on est sur notre trajectoire pour atteindre le premier jalon de 2030, de réduire. Évidemment, on travaille avec nos partenaires pour le faire. C'est pas quelque chose que Capgemini peut faire tout seul. On a besoin des grands fournisseurs. Nous, on n'extrait pas de matières premières, mais on achète des ordinateurs. Donc, il y aura toute cette partie-là importante pour nous à regarder
acheter les mieux pour ça. Au niveau justement de l'informatique, en informatique interne, ça s'est décliné en 2022. On a commencé réellement à intégrer toutes ces critères dans nos choix, et spécialement avec les acheteurs. C'est important. Avant, on achetait un produit, c'est facile, il faut une certaine performance pour un certain prix. Maintenant, en même temps, on veut savoir le bilan carbone, on veut savoir si on va pouvoir mieux le réparer, quelle va être sa durée de vie. Donc c'est quelque chose qui est associé à tous nos achats. Avec des fournisseurs qui sont essentiellement américains, j'imagine, et un déploiement en région. Comment ça s'orchestre? Tout à fait. Donc, les contrats qu'on a avec nos grands fournisseurs, que ce soit, c'est les grands acteurs du marché, HP, Dell, Lenovo, c'est pour l'ensemble de nos PC, c'est quelque chose d'assez classique. Derrière, on est organisé en grandes régions. Chacun travaille à son niveau, mais c'est des contrats globaux. Au niveau de l'informatique, il n'y a pas que les PC. On a travaillé sur les data centers, et spécialement sur leur efficacité énergétique, c'est très important sur la partie le cloud, sur nos applications, parce que nos applications, effectivement, elles consomment. C'est bien d'avoir des grandes applications groupes, c'est obligatoire pour nous, mais on cherche aussi à optimiser leur usage. Moi, au niveau de la gestion des PC, ça commence par l'achat. Donc, quand on reçoit les PC, ça change tous les ans. Donc, quand on reçoit les nouveaux PC, on regarde évidemment leur performance, on regarde leur nouveau bilan carbone qui s'améliore d'année en année. Donc, on est sur une bonne trajectoire. Et derrière, on va faire le choix de nos matériels pour qu'on puisse les utiliser plus longtemps. Je retiens que c'est un levier d'optimisation au final, c'est ce qui est absolument passionnant et on détaillera ça aussi tout à l'heure sur les leviers de performance, sur les business models. Je m'oriente maintenant vers Vincent qui a une autre casquette. Il a aussi accompagné la mise en place donc, du numérique responsable dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc un espace temporel qui est vraiment différent, puisqu'on n'est pas du tout sur le long terme. Donc comment on fait pour mettre en place dès l'amont et quand on pense aux Jeux Olympiques, on pense à l'héritage. Donc comment on fait pour intégrer le numérique responsable vis-à-vis de l'héritage des Jeux Olympiques? Ouais, effectivement. Déjà, la première des choses, c'est côté JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques, de réaliser que le numérique a un impact, parce que ça, c'était pas du tout inscrit dans la roadmap des JOP quand ils ont déposé leur dossier. Et il a fallu des éclaireurs, j'aime beaucoup l'idée, l'image, des éclaireurs. C'est vrai, il n'y a pas de copyright, c'est bon, je prends. Des éclaireurs dans les équipes des JOP qui se sont dit, non mais attends, on peut pas vouloir essayer d'améliorer l'empreinte des JOP sans prendre en compte le numérique, avec des décideurs qui voyaient pas du tout où était le problème. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les Jeux Olympiques et Paralympiques sans numérique, ça n'existe pas. Le streaming, les sponsors, enfin je veux dire, voilà. Donc il a fallu déjà cette prise de conscience-là qui est fondamentale dans l'acceptation de l'intégration du numérique responsable dans les modèles. Tout à l'heure, tu parlais de l'appropriation des leaders, elle est fondamentale. Et une fois qu'on a ce go des décideurs, on fait quoi? Et on fait quoi dans 3 ans? On ne peut pas se lancer dans des choses qui sont à très long terme, etc. Donc là, il a fallu effectivement se poser la question, se mettre autour de la table, avec des équipes qui sont majoritairement constituées de sous-traitants et avec un unique objectif, c'est de maintenir les délais pour délivrer les JO. Donc il a fallu se mettre autour de la table. Et effectivement, l'achat est un des premiers leviers de réduction de l'impact environnemental. Je mets l'accessibilité à côté parce qu'elle était traitée dans une autre groupe, mais effectivement, on s'est posé la question de l'achat. Et donc, quand on a vu les chiffres, on a été nombreux à dire non, l'achat ne doit pas être la priorité. Et donc c'est pour ça que, à part quelques éléments incontournables liés aux sponsors, 75 à 80% des équipements numériques liés au JOP de Paris 2024 ont été loués. Voilà. Et donc ça, c'était la première des choses qui a eu le plus grand effet, c'était effectivement cette location. Et donc, le numérique, c'est 7% de l'empreinte carbone, c'est ça, global? Ouais. Donc, ça a été un enjeu fort d'embarquer des fournisseurs qui ont été fédérés autour de cette initiative dès l'amont. Ouais. Donc, ça, c'est un levier formidable. D'un point de vue articulation de cette stratégie, je crois qu'il y a 3 piliers. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus comment c'est mis en œuvre? Les 3 piliers, en fait, ils ont été toujours pareils. C'est comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on doit prendre en compte le numérique responsable dans la roadmap. Ensuite, c'est l'évaluation. À un moment donné, on veut bien faire des efforts, mais pourquoi ?
pourquoi, pour combien plutôt. Et puis le troisième, ça a été effectivement l'acte décisionnel, plutôt l'acte d'action. Donc dans les 3 cas, en fait, on a essayé dans un espace-temps très contraint, d'essayer de trouver des actions qui, en plus, engageaient sur l'après. Tu parlais d'héritage, effectivement. Le premier levier de compréhension, ça a été la formation de toutes les équipes, parce qu'on savait qu'on avait beaucoup de jeunes piou-piou qui, après les JO, allaient se répartir et donc allaient servir d'éclaireurs dans les autres organisations. Donc ça, c'était plutôt très chouette. Le deuxième, c'était l'évaluation, mais c'était de mettre à disposition des outils pour permettre l'évaluation de l'empreinte carbone. Et aujourd'hui, si vous allez sur Internet et que vous regardez Coach Climat, eh bien, vous êtes capable d'avoir des bilans carbone gratuits par des outils qui ont été certifiés pour les bilans carbone. Et puis le troisième, l'action, eh bien, ça a été effectivement de tabler sur des partenariats, de tabler sur... de l'éco-conception d'un certain nombre de sites internet. Alors, énormément de services numériques, plusieurs centaines de services numériques pour les JOP. On ne pouvait pas tout faire, donc on a choisi plutôt des têtes de gondole et on a essayé d'éco-concevoir en montrant tout l'intérêt que ça pouvait avoir. Alors on a vu qu'effectivement, c'est mis en place sous 3 cas différents et que visiblement, ça fonctionne. Donc je me rends vers toi, Stéphane, justement pour comprendre dans le ça fonctionne. Tu as commencé à parler d'optimisation finalement des coûts. Comment on est capable de mesurer cette performance dans une machine comme Capgemini avec autant de collaborateurs et de géographie à gérer en simultané? Oui, alors on enregistre effectivement, on a besoin d'un cap 2040, 2030, mais concrètement, on a des réunions au moins trimestrielles pour montrer les avancements, savoir où on en est pour faire ça. On publie, donc sur Internet, on a notre document d'enregistrement universel où on montre toutes les accomplissements de l'année précédente. Nous, pour les PC, outre évidemment la garantie normale qu'on a, je pense que tout le monde a sur ces PC, on répare quand il y a des problèmes, des chocs, des choses comme ça importantes. Mais après, on a voulu, cette période de garantie, on a voulu essayer de reconditionner nous-mêmes nos matériels ou avec les grands acteurs du marché. On a commencé en 2023. On a réussi à en faire 2000. Et malheureusement, ça a été compliqué parce que c'est pas simple, ça se trouve pas sur l'étagère. On n'en veut pas 10 ou 20. Capgemini, c'est une grande société. Donc le volume complexifie énormément les choses. On a réussi à monter l'année dernière à en faire 7000. Cette année, on a l'objectif de monter à 10 000. On est en cours. Comme j'ai dit, c'est pas évident. Donc, d'une solution globale, ce qui plaît le plus évidemment à Capgemini, on a dû s'orienter sur des solutions régionales. On a une solution européenne. On travaille beaucoup évidemment avec l'Inde puisque ça représente quasiment 50% de nos effectifs. Donc c'est énormément de PC. On travaille avec les différents constructeurs pour améliorer toujours le taux de réussite parce que ça ne marche pas à chaque fois et que ça ait du sens. Sur le terrain, donc, quel est le retour des utilisateurs? Est-ce que c'est un ressenti de vous fournissez des PC reconditionnés à des nouveaux arrivants, chaque nouvel arrivant a son PC reconditionné? Quelle est cette acceptabilité et ce déploiement et ce retour d'utilisateurs en fait? C'est pas systématique d'abord parce que vu le volume qu'on a réussi à faire, je suis incapable de donner un PC reconditionné à tous les collaborateurs de Capgemini. C'est juste impossible pour l'instant. Par contre, oui, c'est tout à fait possible. Un nouveau collaborateur peut l'avoir. Au début, pour avoir un retour absolument neutre, on a essayé, on ne l'a pas dit, parce que de toute façon, on ne distribue pas que des PC neufs depuis très longtemps. Donc, on avait déjà des PC qui avaient 2 ans, qui étaient en cours d'utilisation. Là, le PC, il avait 3 ans et plus, et ça a continué. Aujourd'hui, comme on a des PC reconditionnés en production depuis 2023, on peut s'apercevoir au niveau de leur usage qu'ils sont toujours en production. Pour la grande majorité, le nombre de retours n'est pas beaucoup plus important que sur des PC quelconques. C'est juste des PC qui sont un peu plus vieux, donc il peut y avoir un peu plus de retours, mais pas vraiment. Donc c'est une vraie réussite. Donc on pousse. Aujourd'hui on communique de toute façon dans nos documents. Et donc on a beaucoup de collaborateurs très contents de participer en fait à cette amélioration de notre préservation de notre planète. Donc je retiens que c'est aussi une thématique qui peut fédérer l'ensemble des collaborateurs au sein d'une organisation. Le changement des mentalités, tu as commencé à en parler lors de ta première question. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus justement dans cette logique de performance? Comment vous accompagnez ce changement au quotidien?
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe Crédit Agricole, c'est une constellation d'entreprises avec des maturités différentes. Mais on a un game changer qui s'appelle CAGIP, qui est, alors CAGIP pour Crédit Agricole, groupe infrastructure plateforme, qui regroupe les infrastructures et la production du groupe Crédit Agricole, 80%, donc c'est énorme. Et sur l'axe, en fait, Digital Workplace, il y a eu, alors j'aime bien les associations, un peu comme pour la mode, on a fait Digital Workplace X numérique responsable. Et du coup, on a pu travailler avec les équipes dédiées côté CAGIP, la RSE aussi côté CAGIP, et puis nous, et les achats. Donc c'est vraiment une orchestration, en fin de compte, toujours collective. Et du coup, ça permet à la fois de sensibiliser. Ils ont travaillé sur un guide des éco-gestes numériques pour les collaborateurs. Ils ont travaillé, en fin de compte, une approche gestion cycle de vie en 5 étapes. Des achats, un peu comme Capgemini, jusqu'à la dépollution ultime, si je reprends tes propos avec Oline. Et dans l'entre-deux, c'est du paramétrage, mais c'est aussi l'accompagnement au sein des boutiques IT. Et ça nous permet aussi, au travers d'un outil qui est notre SI de pilotage carbone GreenPact, de pouvoir avoir l'impact, en fin de compte, carbone des équipements, mais aussi de pouvoir suivre en fait des KPI. Donc tu vois, c'est vraiment du collectif, et puis après, c'est de travailler aussi avec les fournisseurs, de voir et de faire des choix tout simplement, et d'amener en fin de compte ce niveau de compréhension à la fois aux équipes achats, aux équipes IT et à nos dirigeants pour prendre en fin de compte des décisions éclairées. Et je pense que quand on parle en fin de compte de gains économiques ou de performance économique, c'est vraiment un travail entre je dirais, les équipes DSI mais aussi leurs clients, pour qu'ils prennent en compte, qu'ils aient en fait conscience de l'impact du numérique et comment on peut aller en fait un peu plus loin, et qu'on accepte en fait de faire des choix différents. Donc c'est une création de valeur 360 finalement. Ben ouais. Vincent. Oui, c'est moi. On a parlé héritage, on a parlé Jeux Olympiques. Logique de performance, donc ça veut dire que ça se traduit comment? C'est ce qu'il y a à la fin? C'est on a fait des efforts pendant? Quel chiffre en fait? Comment vous avez mesuré cette performance? Alors, quand je suis arrivé au JO, on m'a dit le seul indicateur qui vaille, c'est que tout se passe bien. En date et en heure. Voilà. Après le reste, on peut essayer de broder autour, mais voilà l'indicateur principal. Ok, chef. Donc, une fois qu'effectivement on a cet ADN-là, parce qu'on ne peut pas dire on n'est pas prêt attendant une semaine, effectivement, il a fallu mettre en place des stratégies, et ces stratégies, elles se sont appuyées sur deux piliers majeurs, hein, effectivement, d'abord le matériel, et puis après derrière les services. Donc le matériel, on en a un petit peu parlé, il a fallu trouver les partenaires pour être capable aussi vite de fournir autant de matériel sur une période aussi courte, et être capable de fournir derrière après la seconde vie et d'assurer la seconde vie. Donc là, effectivement, ça a permis aussi une montée en compétence des prestataires qui ont été choisis et challengés. Donc ça, c'est vraiment la structuration de cet axe, c'est il y a un avant, un pendant et un après. Il n'y a pas simplement je signe un bon de commande, je reçois, j'utilise, je jette. Donc ça, c'était important. Et puis après, l'éco-conception logicielle des services numériques, pareil, même chose. Les services doivent tourner, mais comment est-ce qu'on s'y prend pour les faire tourner? Quels sont les indicateurs, l'accessibilité, l'empreinte environnementale? Et derrière, il a fallu, en plus de ces deux piliers-là, il a fallu se dire, ok, mais on mesure comment? On mesure comment pour pouvoir se comparer? Et bien là, il a fallu se relever les manches et puis regarder les guides qui existaient en essayant sans viser l'excellence, la 4e chiffre après la virgule, mais trouver les gros leviers pour être sûr à peu près d'avoir des ACV qui soient tenables et qui soient surtout justes. Donc on est sur une logique de comment je fais pour définir le plus tôt possible le juste besoin ou le juste usage de ce que je vais consommer. Exactement. Et donc on a des chiffres un peu sur des écrans ou des imprimantes que vous avez... Ouais, alors déjà, il a fallu faire l'inventaire total de ce que les autres jeux avaient nécessité. Donc là, on est, alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, hein, mais on est sur des chiffres de plusieurs dizaines de tonnes d'équipements numériques et de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'équipements numériques, plusieurs centaines de services numériques. Donc on voit qu'on est devant un inventaire qui est juste hallucinant. Et après, effectivement, on s'est dit, ok, mais de quoi on a réellement besoin? Et pour vous donner juste un exemple qui est assez... on a des écrans partout au JO, hein, je ne sais pas si vous avez eu la chance ou pas d'ailleurs d'aller sur les sites, mais il y a des écrans absolument partout. Nous, on s'est dit, ok, on va essayer de les mettre aux bons endroits. Et on est passé de JO, des précédents JO qui étaient à environ 8500 post télé, on est passé à 6000. Donc de 8500, on est passé à 6000. Et quand on voit l'impact environnemental d'un écran, on se dit, ok, on a quand même fait le job. Et plus loin que le nombre, c'est
la taille des écrans qui ont été aussi challengés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourrait se dire, OK, on va prendre le plus grand, on est sûr que ça fera le job. Bon, nous, on a calculé... on a essayé d'adapter véritablement à la profondeur des pièces, au positionnement de l'écran, et on a réduit, là aussi, on a réduit assez drastiquement la diagonale des écrans à disposition. On a fait la même chose avec les copieurs, et on a fait la même chose avec à peu près tous les équipements numériques. C'est mieux acheter, mieux utiliser, ne pas les mettre là où il n'y en avait pas besoin, et adapter aux besoins justes par rapport à nos usages. Voilà un petit peu la politique qu'on a essayé de déployer au JO. Qui s'est déployé visiblement sur les collaborateurs qui ont travaillé pour la mise en place de ces JO et l'expérience, qui elle n'a pas du tout été dégradée. Non, Bien au contraire. Non, au contraire. Moi, Exactement. Voilà. Après, effectivement, on en parlera peut-être, mais il a fallu évidemment naviguer entre les contraintes. Hors de contraintes, si on met un peu la focale sur l'avenir, quand on regarde effectivement certaines tendances géopolitiques ou l'intelligence artificielle, donc plusieurs perturbateurs finalement vis-à-vis de l'économie actuelle. Juste pour comprendre en quoi ça a été justement, si on continue avec toi Vincent, cet espace-là il est contraignant. Il y a les JO, il y a le CIO, il y a toute une organisation. Comment on fait pour naviguer en fait dans un monde où on a des vulnérabilités qui sont plurielles et qui sont... On développe des compétences d'adaptation. On accepte l'imperfection. Voilà, entre ce qu'il faudrait, parce que l'écosystème l'exige, et la réalité, eh bien, on accepte de transiger. Non, pas de transiger. On accepte d'essayer de trouver un compromis acceptable par toutes les parties. Mais effectivement, quand vous voulez faire du numérique responsable au JOP de Paris 2024 et que vous avez comme principal sponsor du CIO embarqué dans la corbeille de mariée des opérateurs dont on sait que l'environnement n'est pas leur première priorité, bah effectivement, il faut savoir ce sur quoi on a le main et ce sur quoi on ne l'a pas. Et ça, c'est aussi un concept plutôt fort de résilience. Hein. Je pense que ça parle à tout le monde, entre nos valeurs, nos objectifs, entre ce qu'on sait qu'on devrait faire et ce qu'on sait qu'on ne peut pas faire et ce qu'on peut essayer de faire. Ben voilà, c'est ça aujourd'hui, finalement, ce qui est intéressant. C'est dans un marché contraint, on en parlait tout à l'heure, que ce soit pour, je sais pas moi, la voiture électrique, pour les achats, pour le tourisme, etc. Ben, on sait qu'on ne peut pas être radical tout de suite. Voilà. On sait qu'on doit accompagner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer, parce qu'on est CapG, parce qu'on est Crédit Agricole, parce qu'on est les JO, on doit avoir aussi on doit assumer un certain rôle et de dire que certaines choses sont possibles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on n'est pas parfait. Mais fait vaut mieux que parfait. Donc à un moment donné, les petits bouts qu'on a gagnés et qu'on a réussi à faire intégrer, par exemple, dans le cadre du CIO, on sait que ça, c'est fait. Et on a montré que c'était faisable et que c'était plutôt positif. Et si on change de casquette et qu'on est cofondateur donc, de l'Institut du numérique responsable, on est plutôt optimiste, on dit que ça va se dérouler comment l'avenir ? Alors si on est factuel, entre l'IA, la géopolitique, les tensions de l'eau, les tensions des ressources, etc., on peut quand même se poser beaucoup de questions. Mais se poser des questions et être réaliste n'empêche pas à un moment donné le fait de se dire qu'on accepte de mener un certain nombre de combats. Aujourd'hui, clairement, on sait qu'on ne peut pas tous les mener. On sait qu'on ne pourra pas... Voilà. Mais voilà, il y a des combats qui... On est nombreux, hein. On est nombreux à vouloir faire changer le monde. Il faut que chacun prenne son combat, réalise qu'il n'est pas seul, s'appuyer sur des opportunités comme les JOP, s'appuyer sur des partenaires comme All-in, et de dire à un moment donné, ok, c'est quoi mes leviers ? Quels sont ceux sur lesquels j'ai la main, et eux je les active, parce que si on passe notre temps à se plaindre de ce qui se passe dans le monde alors qu'on n'a pas les clés ou on n'a pas les moyens de levier, clairement les journées sont longues. Donc il vaut mieux essayer d'agir là où on a un semblant de marge de manœuvre, parce qu'être acteur c'est toujours mieux qu'être spectateur. Et donc chez Crédit Agricole, on voit que la marche elle est lancée, elle est bien lancée, on a commencé à transformer les mentalités. Quand on voit justement ces événements qui viennent nous percuter, comment on réagit, comment on les appréhende ? Je dirais que l'aventure, elle ne fait que commencer déjà. Après, même si ça ne fait pas tout, on a mis, et je crois que c'était la principale, entre guillemets, exigence que j'avais faite à mes dirigeants, c'était d'avoir
une comitologie, parce que c'était de pouvoir faire l'ascenseur entre les entités, les collaborateurs et le top management et inversement. Et donc on a un comité stratégique numérique responsable auquel siègent des DG, des DSI, la direction de l'engagement sociétal, les achats. Et ça nous permet finalement dans cet espace de pouvoir partager des éléments de veille, de pouvoir leur remonter aussi ce que l'on sent sur le marché dans les échanges et dans les différents espaces dans lesquels nous participons. Et puis, le numérique responsable, en fait, pour le groupe Crédit Agricole, c'est 6 domaines. Donc, on parle d'environnement et de sobriété, mais on va parler de souveraineté numérique, de numérique de confiance. T'en as parlé, d'accessibilité aussi, et d'acculturation, formation, et de qualité de vie et de conditions de travail. Donc, tu vois, tout cet espace, ça nous permet d'être très transversal, d'embarquer en fin de compte à la fois l'ensemble des composantes de l'IT, de travailler avec les risques, la cyber, et d'embarquer en fin de compte que chacun prenne un petit bout du numérique responsable et qu'on puisse en fait avoir finalement ce rôle un peu de tour de contrôle. Et on a aussi une design authority, on en a 7 en fait dans le groupe qui vont de la data, de l'IA, de la sécurité, etc. Et le numérique responsable en a une. Donc ça nous permet en fin de compte de poser un cadre normatif, mais aussi toutes les règles et ressources, mais ça nous permet aussi de nous semer. Tu vois, c'est comme le pissenlit, et que chacun prenne un bout du numérique responsable dans sa tower, et du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir, en fin de compte, avancer. Un peu comme une ruche, en fait, finalement. Ouais, c'est pas mal, ça, ouais. Ouais. J'aime bien, oui. C'est une ruche, et donc on va assez vite, on va assez fort, on va assez loin. Comment ça... Si je reprends quelques... Plus vite, plus fort, plus loin. Ouais. Écoute, on essaye, mais en tout cas, on va continuer puisque le programme IT 2025 se termine cette année. On est déjà en train de travailler sur l'après. On a beaucoup parlé de numérique responsable. On va garder, bien évidemment, mais on va parler aussi de responsabilité numérique d'entreprise parce que finalement, ça va nous permettre d'embarquer l'ensemble, je dirais, des collaborateurs, mais aussi des différentes lignes métiers, des entités, pour que chacun se l'approprie et que ce soit pas quelque chose qui soit juste, en fin de compte, à l'IT. Et ça va nous obliger aussi à aller vers nos clients et parler en fait un même langage. Parce que si on veut aller plus loin, plus fort et plus vite, on a besoin d'eux. L'IT pourra pas tout porter. Très clair. Et je pense, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je pense que ce qui est important, c'est que la transition écologique est engagée. Elle est engagée, elle ne s'arrêtera pas. Par contre, il y aura des moments d'accélération et des moments de ralentissement. Et c'est ça qu'il va falloir que l'on gère. On va avoir des moments d'accélération avec des ruptures technologiques, des avancées fortes. On parlait d'automobile tout à l'heure. Sur l'automobile, dès qu'on aura des batteries qui feront réellement 500 km d'autoroute, il y aura une vraie bascule. Voilà, donc il y aura des moments d'accélération et puis malheureusement, il y aura des moments de ralentissement quand on a des tensions géopolitiques à droite à gauche, quand on a des problématiques budgétaires qui font que les aides ou les programmes de subvention sont ralentis, ça peut poser problème. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir des convictions. Et nous, pour le coup, au Crédit Agricole, et je ne doute pas que ce soit la même chose chez Cap, on est un groupe de convictions. On n'agit pas parce qu'il y a une réglementation, on n'agit pas pour faire bien sur la photo, on agit parce qu'on est convaincu. Donc, qu'il y ait des accélérations ou qu'il y ait des ralentissements, l'objectif, c'est que nous, on soit au rendez-vous et qu'on suive les objectifs qu'on s'est fixés. C'est uniquement ça. Une fois au rendez-vous. Comment on avance, du coup, chez Capgemini, un monde pluriel, avec toutes ces complexités, justement, géographiques, on en a parlé. Comment on perçoit cet avenir ? Positif, d'abord. Effectivement, il y a des contraintes, on ne va pas le cacher. Tous les ans, le groupe évalue les risques à tous les niveaux pour être capable d'adapter Capgemini à mieux y répondre pour demain. C'est normal, je pense que toutes les entreprises font ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oui, le mouvement est vraiment lancé. À l'origine, c'est vraiment une volonté politique du groupe. Donc on avait vraiment une sorte de top-down quelque part où c'est eux qui poussaient. Évidemment, ça s'est structuré à tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des acteurs en local, à tous les niveaux, dans toutes les équipes, qui finalement contribuent, apportent de nouvelles idées, et on consolide l'ensemble. Donc, oui, on est peut-être, comme il disait, au début encore, c'est pas si ancien que ça. Donc ça se structure de partout, et on avance sereinement sur le sujet. Capgemini, qui est un groupe technologique, le positionnement vis-à-vis de l'intelligence artificielle pour ses collaborateurs, comment on essaie de l'appréhender, ce sujet-là ? Vis-à-vis des PC, je parlais. Oui, alors il y a plusieurs niveaux. Donc, au niveau des PC, c'est des composants techniques nouveaux qu'on n'a pas dans les anciens. Donc il y aura évidemment une évolution des matériaux
qui vont se faire petit à petit. Aujourd'hui, c'est pas une révolution de dire qu'un ancien PC ne peut pas fonctionner. Il y a une partie software qui aussi va s'améliorer d'année en année. Donc on a commencé, évidemment, à prendre compte ce critère. Et petit à petit, sur quelques années, une durée de vie moyenne d'un parc, on espère pouvoir garder en usage peut-être 5 ans un PC, c'est l'idéal. Ça répond très bien à cette croissance qu'on va avoir sur plusieurs années, qui est déjà commencée. Donc c'est un levier aussi pour transformer les métiers finalement que vous avez. On va en faire un levier, c'est évident. Derrière, grâce à l'IA générative, à tout ce que ça peut apporter à différents niveaux, on sera plus productif, on pourra produire plus de choses, mais à la conception, on le souhaite rentrer la durabilité dedans dès la conception, pour que ça soit des solutions qui soient aussi bonnes pour notre futur. Merci beaucoup. Donc je retiens de cette table ronde au final que c'est lancé, qu'on y croit, que ça délivre de la valeur et qu'en plus, tout le monde est partie prenante. Donc finalement, jouer collectif est un véritable levier de transformation et cette transformation qu'est le numérique responsable est une capacité pour fédérer finalement autour de cet enjeu de transition beaucoup plus global l'ensemble des collaborateurs. Je pense que pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, c'est un petit vent d'optimisme quand même, ça fait du bien avec les acteurs qui font justement cette transition, ce pas vers la transition. Et donc pour conclure, Arnaud, si tu avais un conseil finalement à donner, à partager à nos amis DSI et acheteurs. Ok, alors peut-être pour conclure, déjà remercier nos invités là, qui nous ont permis de mettre en exergue le fait que le chemin vers le numérique responsable commençait à être balisé, voilà, et qu'on commençait à y voir clair et qu'il ne fallait pas avoir peur de s'y engager. Donc merci beaucoup pour votre présence. Si j'avais 2 conseils à donner au DSI, alors avec beaucoup de modestie, je pense que le premier conseil que je donnerais au DSI, qu'il soit DSI de grands groupes français ou DSI de PME qui travaillent avec des grands groupes français et que leur transition numérique soit engagée ou qu'elle soit encore sur la table et tout à construire, je leur dirais qu'il faut être confiant. Confiant parce qu'il existe un chemin, il n'y en a pas qu'un, il y a forcément une solution pour chaque DSI. On n'oppose pas le matériel neuf et le matériel reconditionné. C'est un ensemble, donc venez nous voir, nous allons structurer un projet qui pour certains comprendra 100% de matériel reconditionné et pour d'autres seulement 2%. Mais venez nous voir, on trouvera des solutions et que vous ayez un data center à construire, un ERP à implémenter ou quelques milliers de smartphones ou de laptops à remplacer, il y a forcément une solution vers un numérique plus responsable. Donc franchement, soyez confiants. Soyez confiants aussi tout simplement parce que le matériel reconditionné, si on zoome sur la partie matérielle, le matériel reconditionné est garanti comme l'est un matériel neuf et son taux de panne n'est pas supérieur au même matériel quand il était neuf. Voilà, donc vous n'aurez pas de souci de fonctionnement, donc soyez vraiment confiants. C'est le premier conseil. Et puis le deuxième conseil, ce serait soyez ambitieux. Soyez ambitieux parce que quand on résume ce qu'on s'est dit, on a dit, ouais, ok, si je fais du numérique responsable, je vais faire des économies financières, c'est important, donc je vais me mettre des KPI pour suivre et m'assurer que j'ai vraiment fait des économies, c'est bien. Je vais mettre des KPI sur la partie écologique, ok, quelle est mon empreinte carbone, comment ça évolue tout ça. Donc ça c'est bien, il faut absolument le faire. Mais j'ai envie de dire soyez ambitieux et allez plus loin et allez jusqu'à la sécurisation de vos données. Et faites du reconditionnement de vos matériels ou de leur recyclage en fin de vie un élément essentiel de votre sécurité informatique. On le voit, de plus en plus de grands groupes se tournent vers nous pour s'assurer que leur data, parce qu'en fait la vraie richesse dans un ordinateur, c'est pas l'ordinateur en tant que tel. Alors oui, il y a un peu d'or, il y a du platine, il y a plein de choses très bien à récupérer. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça coûte moins cher à tout le monde d'extraire de l'or de l'ordinateur que de l'extraire d'une mine. Donc voilà, faites-le, avancez en ce sens, et vous verrez que l'essentiel finalement résidera dans la sécurité que vous aurez à confier vos ordinateurs à des gens qui vont sécuriser vos datas à fond. Donc c'est là où nous, forcément, groupe Crédit Agricole, on se positionne, puisque, vous savez, on a pris des engagements très forts en termes d'anonymisation et de sécurisation des données de nos clients. Dans la banque, c'est quelque chose d'essentiel. Et en fait, c'est là-dessus qu'on se positionne. Et nous, notre promesse de valeur, c'est de dire à des entreprises françaises, vos ordinateurs et vos datas ne quitteront jamais le territoire français et seront traités en permanence par des collaborateurs du groupe Crédit Agricole au plus haut standard de ce qui existe sur le marché. C'est ça que je vous propose de mettre. Donc soyez ambitieux et ne vous contentez pas de faire des économies et de l'écologie, mais allez jusqu'à faire de la sécurité data derrière de vos ordinateurs. Pour ça, vous travaillez en boucle ouverte et boucle fermée, c'est ça ? Exactement. À mon tour donc de vous remercier toutes et tous pour cette table ronde qui était passionnante. En synthèse, jouer collectif,
soyez confiants, soyez ambitieux. On a tout pour réussir cette transformation. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Je vois qu'il y a certains de nos auditeurs qui ont partagé leurs pensées. La première qui est de Pierre. Le modèle de possession d'équipements IT est-il encore pertinent dans un monde qui valorise l'usage, la sobriété et la circularité? Qui veut s'y coller? Un volontaire? Passage de la possession je veux bien m'y coller. Pour le coup, je vous répondrai non. Il n'est plus pertinent aujourd'hui dans la mesure où les évolutions technologiques font que si on veut conserver des ordinateurs récents, il faut pouvoir en changer régulièrement. Alors ça s'applique aux ordinateurs, ça s'applique à tout un tas d'autres domaines. Aujourd'hui, je refais le lien avec l'automobile. Moi, si on me demande de conseiller quelqu'un sur le type de véhicule qu'il faut acheter, je suis bien embêté. La meilleure solution, c'est sans doute de louer son véhicule pour être certain que dans 3 ans, on ne se retrouve pas avec un véhicule qui soit obsolète en termes de technologie. Donc pour les ordinateurs, c'est un petit peu la même chose. Louez-le, mettez des services agrégés autour, y compris des services qui vous permettront d'être RSE, et vous serez bien plus gagnant que si vous les achetez. Ça me fait penser à un point évoqué sur le changement des mentalités. Le fait que finalement, avoir un PC qui a déjà été utilisé, c'est pas forcément qu'on est moins valorisé en tant que collaborateur. Non, pas du tout. Je pense que on n'a peut-être pas parlé en fait de conduite du changement, et je pense que ça fait partie de la conduite du changement, et c'est ce que l'on travaille et ce que l'on va renforcer en fin de compte dans les prochaines années. Je dirais que le modèle de possession, c'est quelque chose aussi qui se travaille, c'est-à-dire qu'on va pas passer d'un modèle à un autre. Ça peut être du mixte. En fait, dans le groupe Crédit Agricole, on a des gens on a des entités qui sont sur de l'acquisition, de la location, mais c'est comment en fin de compte on amène aussi de la valeur, et c'est ce que tu expliquais, Arnaud. Donc je pense qu'il y a vraiment, puis on le sent sur le marché, on voit bien aussi les constructeurs qui vont vers ces modèles-là. Maintenant, je pense que chacun doit trouver son compte avec cette logique de durabilité. Ce qu'on veut, c'est garder nos équipements le plus longtemps possible, aller au-delà des 4 ans, je dirais qui sont l'âge moyen, en fin de compte, de nos équipements à date. Deuxième question de Julien. Qui dit « Je comprends les enjeux liés à l'achat d'IT reconditionné, mais ma crainte au sein d'une organisation de plus de 500 collaborateurs porte sur la sécurisation des données. » Ça me rappelle quelque chose. Et le niveau de fiabilité des équipements. Comment répondez-vous à cela? Peut-être, on va commencer par Capgemini, parce que vous le faites aussi en boucle fermée, et puis voir comment vous, Oline, vous gérez ce sujet-là. Ça vous va? Alors nous, un peu même dans la suite de la première question, alors nous on achète nos ordinateurs. Pour des raisons de sécurité, on a aussi pris la décision de ne reconditionner que nos propres appareils pour être sûr de la source de ces appareils-là. Aujourd'hui, les données donc restent à Capgemini, ne jouent pas. Après, Oline en particulier qui gère la fin de vie de nos PC sur toute l'Europe du Sud, effectivement, la première chose que Oline va nous rendre, c'est un certificat de destruction de toutes les données sur les disques. Il existe des solutions certifiées pour ça, donc c'est très bien fait. Après, bien sûr, les matériels sont soit recyclés, soit réutilisés, c'est encore mieux. Évidemment, à Capgemini, on n'a aucun enfouissement. Tous les appareils sont bien traités sur la fin de vie. Donc je veux dire, on n'a pas trop ce problème-là, puisqu'on est sur un écosystème, pour nous, fermé. Les données ne quittent pas Capgemini, sauf juste avant leur destruction. Et la première chose qui est faite, c'est de détruire toutes ces données qui, par définition d'ailleurs, sont cryptées sur tous les PC. C'est un véritable contrat de confiance, c'est ça? C'est ça, c'est un véritable contrat de confiance. Nous sommes engagés contractuellement d'ailleurs à rendre ce service, donc c'est la moindre des choses. C'est l'élément qui est essentiel chez nous, c'est la destruction des données. Et pour la petite histoire, c'est anecdotique, mais sachez que ça existe si vous êtes intéressé. On a certains de nos grands clients, de très grands groupes français, qui pour certains PC, notamment les PC les plus sensibles des cadres dirigeants de leur groupe, nous demandent une destruction du disque dur. Et donc nous avons un process, nous avons un broyeur de disques durs, si vous souhaitez visiter notre usine. Nous avons un process qui permet de broyer les disques durs et de garder une trace physique du disque dur qui a été broyé pour être certain que les données n'auront pas pu en être extraites. Voilà, donc on peut aller jusque-là si la sécurité l'exige. Pour le coup, visiter l'usine, ça vaut vraiment le coup. Vous verrez que c'est l'industrie de demain. On n'est pas du tout sur que des étapes de manutention qui vont tout doucement avec des process pas du tout standardisés. On est vraiment sur une industrie qui se développe de plus en plus et qui s'accélère, ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs vis-à-vis de l'activité qu'on veut tous développer autour de cette table. Une dernière question que je vois, évidemment, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont suscité un engagement. A-t-on une estimation de l'impact si on avait acheté du matériel informatique au lieu de le louer pour les Jeux Olympiques et Paralympiques?
Alors, les chiffres ne sont pas encore complètement été publiés, consolidés, mais j'estime que sur les 70 ou 80% d'équipements qui ont été loués, on peut considérer qu'ils avaient été achetés. On aurait rajouté 75 à 80% d'empreinte carbone. Alors après, c'est intéressant, c'est de savoir en fait dans quelle comptabilité carbone on se place. Est-ce que on prend en compte par exemple que les mois, le mois où le numérique a été utilisé au JO? Est-ce que on considère, voilà, donc il y a aussi un jeu comptable carbone qui est intéressant, mais de façon très pratico-pratique, on estime que on est sur évidemment plusieurs dizaines de tonnes d'émissions carbone évitées, les chiffres étant bientôt publiés normalement. Un point, on avait 75% sur du reconditionné, donc si c'est loué versus acheté. Oh ben, 75% d'empreinte carbone. Alors, loué, non. Reconditionné, Oui. voilà. Mais on est sur ce chiffre-là, ouais. Voilà, et pour information, les équipes des JO sont en train d'être démantelées. Elles ont été démantelées progressivement, mais il restait encore des Parlez pas de collaborateurs malheur, s'il vous qui... plaît, c'est suffisamment douloureux pour moi. voilà. Donc elles sont en train d'être démantelées progressivement et le matériel utilisé, donc les ordinateurs et tous ces matériels-là, arrivent sur le marché aujourd'hui de leur seconde vie. Et donc nous avons bon espoir chez Olin de récupérer la totalité de ces matériels dans notre usine de Lunel. Il fait le lien avec une autre question de Christophe, qui pour le coup s'adresse à tous, mais c'est un très bel exemple. Travaillez-vous avec des associations pour ce qui est difficilement réutilisable, revalorisable, etc. Ou des matériels qui en fait, il y a une telle demande qu'il n'y a pas forcément toujours des repreneurs, immédiatement. Ou est-ce que vous accompagnez des associations justement dans leur développement? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse parce que un des derniers appels d'offres que j'avais fait aux achats, c'était justement sur les entreprises en fin de compte de reconditionnement et on avait un certain nombre d'exigences. Donc je me suis retrouvée dans tout ce qui a été dit sur la question précédente. Oui, on travaille avec des associations parce qu'il ne faut pas oublier que le groupe Crédit Agricole agit sur l'ensemble du territoire. Donc l'idée, c'est de passer par un partenaire comme Olin, bien évidemment, et de travailler aussi avec des associations. Au sein des caisses régionales, on a ce qu'on appelle aussi les points passerelles. Et les points passerelles, c'est comment on accompagne en fin de compte des clients qui sont en difficulté, qui n'ont pas les moyens en fin de compte d'acheter du PC neuf. Et effectivement, on reconditionne et on remet à disposition, géré par d'autres biais. Et puis après, ça peut être des associations aussi scolaires. Donc il y a vraiment cette logique, en fin de compte, tu le disais avec notre raison d'être, c'est comment on accompagne tous nos clients sur tous les territoires et quelle que soit gérer leur situation. Quelqu'un d'autre qui veut parler de Oui, son travail avec les associations? sur les associations, nous, à Capgemini, on fait des donations tous les ans de milliers de PC. Alors pas uniquement en France, mais dans quasiment l'ensemble des pays du groupe. Donc c'est quelque chose d'important. Donc là, on parle forcément de matériels qui sont complètement opérationnels, qui sont remis. Donc toutes les données, évidemment, ont été purgées, réinstallées. Le matériel est prêt à l'emploi et il est donné à de très très nombreuses associations. Alors, dernière question, je vois que le temps tourne, mais celle-ci, elle remet un peu de technicité. Peut-être qu'on n'y a pas complètement répondu lors de la table ronde, mais ça vaut le coup de voir la différence entre un monde où on fait du circulaire et pas de circulaire. Quelle est la durée de vie d'un PC avant qu'il soit mis en recyclage? Donc, cette question, il peut être intéressant de l'aborder avec, avant qu'on fasse l'ensemble de ces services associés au numérique responsable, et en fait les gains finalement en termes de durée de vie sur un PC classique. Peut-être pour vous. Bah, écoute, quand on a... Alors ça, c'est plutôt... et j'espère que mes collègues m'en voudront pas de côté Cagib de faire des erreurs, mais quand il y a eu le lancement de ce programme Digital Workplace et numérique responsable, ils ont fait en fin de compte même pas des estimés, puisqu'on le suit en fin de compte dans notre CMDB. La durée de vie, c'était moyen un peu plus de 4 ans. Et l'idée, c'était de pousser en fin de compte un cran plus loin, d'aller à 5 ans. Dans l'appel d'offres en fait, que l'on a mené, on a demandé aussi à avoir, qu'on puisse avoir un stock aussi de pièces détachées. Donc c'est ce que permet aussi la réglementation et de challenger nos fournisseurs pour permettre en fait cette réparation. Donc l'idée c'est 5 ans. Si ça tourne bien, si on peut aller un peu plus, écoute, on ira un peu plus. Et ça s'accompagne aussi, je dirais, à la fois au niveau des équipes techniques, nos boutiques IT, mais aussi nos collaborateurs. Mais c'est un changement de mindset qu'on sent aussi dans la société. Donc, je pense qu'on est plus enclin à aller vers du reconditionné, je dirais, en 2025 que si tu te rebasculais avant le Covid, par exemple. Et si on bascule de l'autre côté, qu'on est all-in et qu'on reçoit justement ces PC, l'âge moyen, en fait, on se rend compte que c'est des PC relativement récents. Ça dépend des clients que vous avez, des usages, comment ça? Ouais, en fait, nous, Olin, on a vocation en fait
à casser les silos qui existent entre les différents marchés, le marché des professionnels, des entreprises, des particuliers, et les silos géographiques, selon les zones géographiques mondiales. Donc on croise tout ça, et un ordinateur qui peut ne plus remplir son office auprès d'une grande entreprise française peut tout à fait satisfaire un particulier à l'autre bout du monde. Donc c'est ça qu'on essaie de faire converger, et de manière globale et générale, on a tendance à dire qu'il faut compter entre 8 et 10 ans maximum pour la durée de vie complète d'un PC avant qu'il reparte en recyclage, si et seulement si il a été reconditionné en milieu de vie. C'est-à-dire que s'il est reconditionné 3 fois 3 ans, ou s'il est reconditionné tous les 4 ans, on peut lui donner de vie qui durera entre 8 et 10 ans. Voilà. On peut pratiquement doubler sa durée de vie. Ah, on peut doubler sa durée de vie, c'est certain. On peut doubler sa durée de vie. Parfait. Bah, écoutez, merci à tous, merci à toutes pour cette table ronde, que je rappelle l'intitulé DSI et acheteurs, comment transforment-ils leurs pratiques pour un numérique plus responsable? Merci, et puis bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.